Tous et bienvenue pour ce web séminaire ayant pour thème le télétravail, quel impact sur la gestion des RH. Nous serons ensemble pendant approximativement 1 heure. Ce séminaire est animé par Maître Chitecat, avocat spécialiste en droit du travail. Bonjour à tous et bienvenue pour ce websem ayant pour thème le télétravail, quel impact sur la gestion des RH. Nous serons ensemble pendant approximativement 1 heure. Ce séminaire est animé par Maître Chitecat, avocat spécialiste en droit du travail, et moi-même, Philippe Guille, directeur commercial IVLM. Je vous propose tout d'abord une très brève présentation d'IVLM. Nous passerons ensuite au vif du sujet. Alors, IVLM, c'est plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement de nos clients pour des projets de finance et de RH. 5 implantations en France, principalement sur le sud-ouest, et Paris intramuros. Notre équipe de plus de 50 collaborateurs vous accompagne aussi bien pour l'installation, le paramétrage, la formation et la hotline des solutions de gestion. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 sociétés qui nous font confiance pour les accompagner pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Les solutions proposées sont celles des 2 principaux éditeurs, Sage et Cegid. Nous sommes également éditeurs, ce qui nous permet de vous proposer depuis longtemps des solutions d'affichage dynamique et surtout de digitalisation, bulletins de paye, notes de frais, outils de relance, factures, etc. Et justement, parlant de digitalisation, de travail à distance, cela nous amène tout naturellement à notre sujet du jour, le télétravail. Je passe la main à Maître Chitecat qui va nous en dire un peu plus à ce sujet. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je vais vous apporter un certain nombre d'éléments de réflexion quant au télétravail. Donc j'étonnerai personne si je rappelle en guise d'introduction à mon propos que depuis mars 2020, la crise sanitaire a mis le télétravail sur le devant de la scène, ce que bien entendu personne n'ignore. Cependant, ce qu'il est intéressant de souligner d'emblée, ça va être un petit peu le fil conducteur de mon intervention, c'est que de mode de travail choisi en matière de télétravail, on est brusquement passé à un mode de travail imposé dans le cadre de la crise sanitaire, ce qui a évidemment emporté un certain nombre de conséquences et des questions ont été posées de ce fait pour les entreprises et les salariés du point de vue juridique et du point de vue plus généralement RH. Ce qu'il est intéressant également de signaler, c'est que la pratique du télétravail concernait une proportion finalement assez restreinte de travailleurs avant la crise de la Covid-19. En fait, on considère qu'il y avait à peu près entre 3 et 5% de la population salariée qui exerçait son activité dans le cadre du télétravail. C'était essentiellement des cadres, souvent, pas tout le temps, mais souvent au forfait jour, alors qu'en 2021, 27% des salariés donc, étaient concernés par cette pratique du télétravail, pratique qui devrait demeurer massive à l'avenir. On a un certain nombre d'évaluations ou d'évaluations en la matière qui prévoient qu'on aura globalement approximativement entre 25 et 33% de proportion de télétravailleurs. Alors le télétravail intégral que l'on a pu connaître dans le cadre de la crise sanitaire a connu évidemment une évolution et a laissé sa place progressivement à une nouvelle organisation du travail qui mixe en fait travail à distance et sur site. C'est ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'organisation du travail en mode hybride. Autrement dit, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas inutile peut-être d'insister là-dessus. La période que nous venons de traverser a joué un rôle de révélateur en quelque sorte d'une transformation en la matière dont les effets peuvent être bénéfiques
tant pour les travailleurs que pour l'entreprise, hein, on l'évoquera un petit peu plus avant, s'agissant de la partie consacrée aux conséquences attachées à l'organisation du travail en mode hybride. La concrétisation et l'optimisation de ces effets appellent cependant un certain nombre de changements sans lesquels ils pourraient être porteurs de conséquences néfastes qu'on essaiera d'identifier également dans le cadre de nos échanges. Donc, pour mieux cerner les enjeux attachés au télétravail, il m'a semblé utile d'en rappeler d'abord le contour juridique, hein, pour essayer de commencer par le commencement, donc l'environnement juridique en tant que tel, pour ensuite évoquer les effets du télétravail, donc bénéfiques pour certains, hein, bien entendu, mais parfois également pouvant s'avérer plus problématiques. Donc la première partie concerne le cadre juridique du télétravail. Et il me semble intéressant, encore une fois, pour bien baliser le sujet, de rappeler la définition qu'en donne le Code du travail. En fait, le télétravail, c'est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur l'est hors de ses locaux, de façon volontaire. La notion de volontariat est importante, avec un certain nombre d'exceptions, on le verra. En utilisant les technologies de l'information et de la communication, le télétravailleur désigne tout salarié qui effectue du télétravail, soit dès l'embauche, soit ultérieurement. Voilà, ça c'est la définition qui est donnée par le Code du travail, c'est l'article L1222-9-1. Alors, le cadre juridique, en fait, si on affine un tout petit peu ce sujet, donc permet d'affirmer que le télétravail est régi donc par le Code du travail, hein, qui prévoit un certain nombre de dispositifs à ce sujet-là, et également par 2 accords nationaux interprofessionnels, ce qu'on appelle donc des ANI, qui sont applicables dans les entreprises. Alors, le premier est un accord national interprofessionnel assez ancien, en fait, puisqu'il date du 19 juillet 2005, et le second est plus récent. On en a un petit peu plus parlé parce qu'il a été assez médiatisé. Il a été conclu le 26 novembre 2020. Alors, sans rentrer forcément dans le détail, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'on peut choisir d'écarter l'application de ces accords nationaux interprofessionnels, d'abord en vertu de la règle de primauté, ce qu'il est convenu d'appeler la règle de primauté fixée par le Code du travail, ou dans les établissements qui sont couverts par un accord d'entreprise, on peut effectivement écarter cet accord si l'accord en question comporte des clauses, même moins favorables, qui ont le même objet. Par contre, j'y reviendrai sur les modalités de mise en œuvre du télétravail. L'existence d'une charte en matière de télétravail ne permet pas d'écarter l'application des ANI. Uniquement un accord d'entreprise le permet. On peut également écarter l'application de ces accords en application également du Code du travail, selon lequel un accord de branche sur le télétravail peut comporter des clauses moins favorables aux salariés que celles des ANI, sauf concernant les points sur lesquels les ANI l'ont expressément interdit. Voilà. Donc on a un cadre juridique avec le Code du travail, les accords nationaux interprofessionnels, le premier du 19 juillet 2005 et le second du 26 novembre 2020, les 2 ANI en question pouvant cependant être écartés essentiellement par l'intermédiaire ou par le biais d'accords d'entreprise et pas de chartes qui peuvent être utilisés en matière de mise en œuvre du télétravail. Donc, pour ce qui est de la mise en place du télétravail, justement, donc, il peut être mis en place, c'est là encore intéressant de le rappeler, d'abord dans le cadre d'un accord collectif, évidemment, hein, au sens strict, c'est-à-dire qui résulte de la négociation collective, essentiellement avec les syndicats, mais également avec les modalités dérogatoires de négociation et de signature d'accords d'entreprise, ou à défaut d'une charte hein, qui est élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe. Alors, l'accord collectif ou la charte, hein, distinctement, l'un ou l'autre des documents doivent préciser un certain nombre de points relativement au télétravail, les conditions de passage en télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Ça, c'est des problématiques qui sont très souvent mises en avant par rapport au télétravail, mais pas seulement, on les retrouve aussi en matière de forfait en jour, hein, par exemple. L'accord ou la charte doivent également comporter des éléments ou des dispositions qui permettent de déterminer les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Également, il faut prévoir dans ces documents les modalités d'accès à une organisation en télétravail des travailleurs handicapés et des salariés enceintes. En l'absence de charte ou d'accord, le salarié et l'employeur doivent formaliser par tout moyen leur accord de recourir au télétravail. Ça, c'est un point important. Alors, ça me paraît intéressant de rappeler qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, ça doit parler à beaucoup d'entre vous, comme à moi, ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste
rendues nécessaires pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Ça constitue une exception au principe de volontariat hein, qui irrigue la matière du télétravail. On considère qu'effectivement, en cas de circonstances exceptionnelles, et bien entendu en cas d'épidémie, hein, comme ce qu'on a connu avec la Covid-19, le télétravail donc s'impose aux salariés dans la mesure où la décision de l'employeur de recourir au télétravail dans ce cadre-là donc relève de son pouvoir de direction, doit faire l'objet d'une consultation du CSE et d'une information sans délai. Alors, il est intéressant de souligner hein, par rapport à cet aspect-là des circonstances exceptionnelles que le ministère du Travail, dans un question-réponse, vous avez sûrement entendu parler de cette mécanique en fait des questions-réponses qui sont établies par le ministère du Travail. En fait, le ministère du Travail a beaucoup procédé par l'intermédiaire de ces questions-réponses. On a vu des questions-réponses un petit peu sur tous les domaines, par exemple en matière de chômage partiel, évidemment en matière de télétravail, mais sur d'autres sujets. Donc, dans un QR du 24 janvier 2022, le ministère du Travail indique que, vous voyez, par exemple, si le développement du télétravail peut être utile dans le cadre des mesures de prévention à la main de l'employeur pour répondre à son obligation de prévention des risques dans l'entreprise, il doit être vigilant par rapport au risque d'isolement des télétravailleurs et prendre les mesures de prévention adaptées. Par exemple, le maintien du lien entre les membres de l'équipe via des visioconférences et des échanges téléphoniques. On reviendra sur ce sujet hein, par rapport à l'impact du télétravail en matière de RH, par rapport aux aspects parfois néfastes de cet outil. Sur la mise en œuvre et l'arrêt du télétravail. Donc le télétravail, vous l'avez compris, hein, j'ai insisté là-dessus dès le début de mes explications, revêt un caractère volontaire pour le salarié, alors sauf quand on est en situation de circonstances exceptionnelles, comme on l'a connu avec la pandémie. Donc le salarié peut être embauché directement en télétravail ou y passer en cours de contrat. En l'absence d'accord collectif ou de charte, il faut formaliser l'accord des parties par ce biais-là. En tout état de cause, le refus par le salarié d'un poste de télétravailleur n'est jamais un motif de rupture du contrat de travail. Voilà, ça, c'est un point qu'il faut également souligner. Également, par rapport à ce sujet de la mise en œuvre et de l'arrêt du télétravail, l'employeur doit donner priorité aux salariés en télétravail pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspondrait à ses qualifications et compétences et porter également à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature. Par ailleurs, si une demande de passage en télétravail émane d'un salarié qui occupe un poste éligible à ce mode d'organisation, dans les conditions prévues par l'accord collectif ou la charte, dont j'ai parlé il y a une minute, l'employeur doit motiver sa réponse en cas de refus. Il n'y a pas de refus discrétionnaire qui est permis à l'employeur. Il en est de même par rapport à ce refus éventuellement motivé, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque la demande émane d'un travailleur handicapé ou d'un profil. Voilà ce qu'on peut dire sur la mise en œuvre et l'arrêt du télétravailleur. Alors, sur le statut du télétravailleur, de manière assez schématique et globalement, si on devait résumer la chose, le télétravailleur, en gros, a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. Alors, outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu, à l'égard du télétravailleur, de l'informer des restrictions éventuelles à l'usage d'équipements informatiques ou de services de communication électronique et les sanctions en cas de non-respect, et d'organiser un entretien annuel portant notamment sur ses conditions d'activité et sa charge de travail. Voilà, c'est toujours cette notion d'entretien qui revient pour essayer de faire le point sur les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer le télétravailleur dans le cadre de l'exercice de ses missions. En matière de rémunération, pour n'en dire qu'un mot, donc le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise en termes de rémunération. Et on a également, en matière de télétravail, souvent posé des problématiques de prise en charge des frais liés au télétravail, dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en charge des coûts qui découlent directement de l'exercice du télétravail, les abonnements, les communications. La loi, je dis bien. Ceci étant dit, donc l'obligation de prise en charge des frais professionnels est prévue sans restriction par la jurisprudence. Et la jurisprudence de portée générale dans ce domaine-là couvre les télétravailleurs. La Cour de cassation, c'est un point important, a pu rappeler également que si le salarié accède à la demande de l'employeur de travailler à son domicile, j'insiste bien,
si le salarié accède à la demande de l'employeur de travailler à son domicile. C'est-à-dire si l'initiative est prise en la matière par le salarié. L'employeur doit l'indemniser de la sujétion constituée par l'utilisation d'une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par cette utilisation. C'est souvent ce qu'on appelle l'indemnité d'occupation du domicile qui génère un certain nombre de difficultés, qui peut générer un certain nombre de difficultés. Également, l'accord national interprofessionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 19 juillet 2005, prévoit que l'employeur prend en charge dans tous les cas les coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier les coûts engendrés par les communications. Et l'ANI du 26 novembre 2020 indique de son côté que l'entreprise doit prendre en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise après validation de l'employeur. D'accord? De manière assez synthétique, là encore, et si je devais résumer cette problématique de la prise en charge des frais liés au télétravail par l'employeur, il faut insister sur le fait que globalement, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié sur site, en fait. Et donc, il bénéficie, comme ces derniers, de la prise en charge de ces frais. Alors, si on doit parler chiffres, une minute, je voulais juste vous rappeler que tout récemment, le BOSS, vous connaissez peut-être, le BOSS, c'est le BO2S, le bulletin officiel de la sécurité sociale, a donné notamment sur le sujet du traitement social des frais professionnels liés au télétravail un certain nombre de précisions. Pour nous dire, par exemple, que lorsque l'allocation forfaitaire en matière de frais est mise en place par convention collective de branche, accord professionnel, interprofessionnel ou de groupe, le montant de l'allocation est réputé utilisé conformément à son objet et exonéré de cotisations et contributions lorsqu'elle n'excède pas 13 € par mois pour une journée de télétravail par semaine. 13 € par mois pour une journée de télétravail par semaine. Donc, ça fait 26 € par mois pour 2 journées de télétravail par semaine, 39 € pour 3 journées par semaine, etc. D'accord? Ou, nous dit le boss, 3,25 € par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 €. Et en cas de remboursement dépassant ces limites, l'exonération ne pourra être admise que sur la base de justificatifs produits à l'occasion des contrôles. Donc ça, j'insiste sur le fait que c'est ce que nous dit le BOSS en matière de modalités prévues par convention collective, d'accord, ou accord d'entreprise. En dehors des modalités conventionnelles que je viens d'évoquer, restent applicables les limites d'exonération qui sont un peu moins favorables tout de même, de 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine, 20 € par mois pour 2 journées de télétravail par semaine, etc. Ou une allocation de 2,50 € par jour travaillé dans la limite de 55 € par mois. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner quelques chiffres en matière de prise en charge de frais professionnels qui doit de toute façon être évoqué, notamment dans le cadre des accords d'entreprise ou des chartes, évidemment, que l'on peut utiliser dans ce domaine. Également en matière de frais, toujours et plus précisément en matière de prise en charge des frais de transport cette fois. Donc, pour l'administration, l'employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés en télétravail pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de transport public de personnes ou de services publics de location de vélo, dès lors que le télétravail s'effectue par alternance. Par exemple, 1 ou 2 jours par semaine ou une semaine sur 2. Dans ces conditions-là, dans ce contexte-là factuel, l'employeur doit alors prendre en charge, dans les conditions habituelles, les titres d'abonnement qui ont été utilisés, au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail. Sans abattement des jours en télétravail. D'accord? Donc ça, c'est un point important. À l'inverse, nous dit-on, toujours selon l'administration, si le salarié est placé en télétravail à domicile en continu, sur le mois ou la semaine, l'employeur n'est pas tenu à cette obligation, dès lors que le salarié, par définition, n'a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son abonnement de transport durant la période considérée. Voilà. Donc c'était quelques informations, quelques données par rapport à ce statut du télétravailleur. Je complète en indiquant que en matière d'avantages sociaux au sens large, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que ses collègues qui travaillent sur site. Notamment, il peut bénéficier et prétendre au bénéfice des chèques vacances.
Qu'il soit à domicile, nomade ou en bureau satellite, il doit aussi recevoir un titre restaurant si ses collègues sur site en bénéficient et si leurs conditions de travail sont équivalentes. Par exemple, pour l'URSSAF, si la journée est organisée en 2 vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas, il doit recevoir un titre restaurant. Alors ça, il faut quand même savoir sur cette thématique des titres restaurants que c'est assez discuté et que les tribunaux en fait sont partagés sur ce sujet. Par exemple, on a une décision du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021 qui nous dit que les télétravailleurs ont droit au titre restaurant pour chaque jour travaillé, durant lequel le repas est compris dans le horaire de travail journalier. D'accord? Par contre, on a une autre décision du tribunal judiciaire de Nanterre, cette fois, du 10 mars 2021, donc c'est sensiblement dans les mêmes dates que ça a été jugé, qui précise que, à défaut de surcoût lié à sa restauration hors de son domicile, le télétravailleur à domicile n'est pas dans une situation comparable à celle du salarié qui travaille sur site sans restaurant d'entreprise et n'a pas droit, comme ce dernier, à des titres restaurants. Vous voyez, on a des divergences d'appréciation sur ce sujet donc des titres restaurants, selon que le salarié est télétravailleur ou pas, en fait. Donc, ce n'est pas encore définitivement tranché. Un mot sur la protection sociale. Donc, en fait, le télétravailleur bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de l'entreprise. Ce qui est important à souligner également, c'est qu'il est présumé être un accident du travail, celui qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Voilà, donc tout ça permet de mieux situer, je pense, le statut du télétravailleur. Alors, j'ai trouvé intéressant en réalité, pour en terminer sur cette partie de l'environnement juridique propre au télétravail, avant d'aborder la partie qui concerne les impacts avec les différentes études dont je veux faire état, il m'a semblé intéressant de faire un petit focus sur le sujet du déménagement, en fait, parce que vous n'ignorez pas, en tout cas nous on y a été souvent confrontés, c'est qu'à l'occasion de la crise sanitaire, beaucoup de salariés qui particulièrement résidaient en Île-de-France ont saisi l'opportunité de développement du télétravail pour déménager en province, et réciproquement, dit-on, dans des proportions un peu moins significatives dans le sens province-Paris. Mais la question se pose des limites que l'employeur et le salarié peuvent ou pas franchir en matière d'établissement du domicile. Juste pour vous rappeler, vous allez comprendre où je veux en venir par rapport à mes explications, c'est que le droit au respect du domicile est un droit fondamental. D'accord? C'est protégé par le Code du travail, qui dit notamment que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Et dans le prolongement de cette disposition du Code du travail, la Cour de cassation a pu affirmer à plusieurs reprises que le salarié a le droit de choisir le lieu de sa résidence. D'accord? Donc, sauf cas particulier, un salarié est en principe libre de déménager aussi loin qu'il le souhaite du lieu où est situé l'établissement dans lequel il a l'habitude de travailler. C'est le principe. Donc, un principe qui s'ensuit, c'est que le manager, une fois informé, doit alors veiller à planifier suffisamment en avance les jours de présence obligatoire sur site, réunions, formations, moments de convivialité, etc., pour permettre à l'intéressé d'organiser son déplacement domicile-lieu de travail. Ça, c'est les obligations à la charge de l'employeur, dans cette configuration où le lieu de domicile est éloigné du lieu de travail, vous l'avez compris, c'est le schéma. De son côté, on a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur le salarié, évidemment, qui reste tenu de venir travailler dans les locaux de l'entreprise les jours prévus, en cas de travail hybride, c'est la thématique, c'est le principe, et de se conformer aux règles d'organisation de son temps de travail. Si par exemple un manager fixe un jour obligatoire de travail sur site dans la semaine pour réunir les collaborateurs de son équipe, le salarié est tenu de s'y déplacer, il n'a pas le choix, et ne peut pas invoquer son déménagement d'agrément, entre guillemets, pour justifier de son absence. Il reste en outre tenu de s'adapter aux nécessités de son service en se déplaçant dans les locaux, si nécessaire, y compris en cas d'urgence, et peut être sanctionné en cas d'insubordination. D'accord? Refus de venir travailler sur site, par exemple. Son déménagement ne devant pas porter préjudice à la qualité de sa prestation de travail. OK? Donc ça, ce sont les principes qui sont posés par la jurisprudence et par le Code du travail, selon lequel donc le salarié est
libre de déménager, sous-entendu d'installer sa résidence principale aussi loin qu'il le souhaite du lieu où est situé l'établissement dans lequel il a l'habitude de travailler, bon, sous les réserves que j'ai évoquées par rapport aux obligations réciproques de l'employeur et du salarié. Mais, et vous allez comprendre, encore une fois, là où je veux en venir, c'est qu'on a tout récemment pris connaissance d'une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles, qui a validé le licenciement d'un salarié qui a refusé de rapprocher son domicile de son lieu de travail, après avoir déménagé à près de 500 km. Vous vous rappelez les principes que j'ai évoqués, selon lesquels, donc, je fais un peu redondant dans mes explications, mais c'est pour bien situer la problématique juridique, le salarié est libre d'installer sa résidence principale, même de manière éloignée de son site d'activité, et de déménager loin de son lieu habituel d'activité. Mais donc, la Cour d'appel de Versailles a validé, je me répète, le 10 mars, le licenciement d'un salarié qui a refusé de rapprocher son domicile de son lieu de travail après avoir déménagé à près de 500 km. C'était pas quand même une petite, c'était une distance assez significative. L'obligation de préservation de la santé et de la sécurité du salarié justifie cette décision, estiment les juges du fond. Alors, le commentaire qui est fait sous cet arrêt, et c'est là que je fais le lien avec le télétravail, vous l'avez sûrement déjà fait à votre niveau, c'est que c'est une problématique qui pourrait bien se développer avec les mobilités géographiques induites par le développement du télétravail. Et oui, on voit bien où on va en venir. La question, c'est, un employeur peut-il s'opposer au déménagement d'un salarié dans une autre région ou exiger son rapatriement sur un lieu plus proche, compte tenu des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation que je vous ai rappelée, qui insiste bien que le lieu de domicile, c'est une prérogative importante pour le salarié. Donc la Cour d'appel de Versailles, me dit le commentaire, vient de l'admettre dans un arrêt du 10 mars, alors même que le contrat ne stipulait aucune clause de résidence. Le salarié qui a en l'occurrence refusé la demande de rapprochement formulée par l'employeur a été justement licencié en raison essentiellement de la nécessaire protection de sa santé. Alors si on rentre un tout petit peu dans le détail, de manière rapide, mais dans cette affaire, un employeur reprochait à l'un de ses responsables support technique d'avoir déménagé en Bretagne à 442 km du lieu de travail sans l'en avoir informé. Alors, attention, c'est toujours des éléments factuels, il faut toujours être très attentif à ne pas dupliquer des raisonnements qui sont tenus par rapport à des éléments factuels et précis. En l'occurrence, c'était celui-ci, 442 km déménagement sans avoir informé l'employeur à ce sujet-là. Considérant que ce nouveau domicile n'était pas compatible avec son obligation de sécurité et les déplacements professionnels induits par l'activité du salarié, il lui avait été demandé le 30 mai 2019 de régulariser la situation et de s'établir en région parisienne. Devant le refus du salarié, l'employeur l'a licencié le 21 juin suivant en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné et pour violation de son contrat. Alors même, je vous le rappelle, qu'aucune clause de résidence n'y est intégrée. Je ne reviens pas sur le régime juridique des clauses de résidence, c'est un petit peu particulier. En l'occurrence, il n'y avait pas de clause de résidence. Le salarié conteste la décision au prud'homme en invoquant notamment, justement, rappelez-vous de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une atteinte à sa liberté de choix du domicile, garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la CEDH, et par le Code du travail. Peine perdue. Ni les juges de première instance, ni la Cour d'appel ne lui donnent raison, le licenciement est validé. La Cour d'appel de Versailles a considéré que la faute reprochée au salarié est établie. Elle retient qu'aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile n'apparaît caractérisée compte tenu de l'obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié. Pour justifier sa décision, la Cour a relevé que le déménagement du salarié a allongé son temps de trajet pour se rendre au siège social de l'entreprise, puisqu'il était contraint d'assurer 4h30 de trajet par la route, ça fait beaucoup quand même, ou 3h30 de train. Elle a également noté que le salarié lui-même, ça c'est un élément factuel important, je pense, dans l'appréciation de la Cour, elle a également noté que le salarié lui-même avait demandé son rattachement à une agence bretonne en invoquant la fatigue générée par les trajets entre son nouveau domicile et son lieu de travail. Donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour d'appel a considéré que la distance excessive ne pouvait être acceptée par l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité issue du Code du travail, mais également au vu de l'obligation de sécurité qui incombe aux salariés au titre du même code. Il y a un autre élément qui est évoqué par les juges, c'est l'obligation pour l'employeur de veiller au repos quotidien de son salarié et ça va sûrement évoquer chez vous un certain nombre de réflexes
si notamment vous avez à travailler avec ou à gérer les problématiques attachées au forfait en jour, hein. Donc l'obligation pour l'employeur de veiller à l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention justement de forfait en jour à laquelle le salarié a été soumis. En fait, on en arrive à l'explication selon laquelle, en bout de course, hein, on avait affaire à un salarié qui travaille dans le cadre d'un forfait en jour. Ce qui peut avoir un impact, hein, sur la manière dont la Cour a apprécié la situation. Ouais, et la petite conclusion de tout ça, en fait, hein, c'est que en se plaçant sur le terrain de l'obligation de sécurité de l'employeur et de la nécessaire préservation de la santé des salariés, la Cour d'appel de Versailles a adopté une motivation originale et peut-être, en tout cas c'est le commentaire qui est fait, de taille à faire vaciller le principe de libre choix du domicile personnel et familial. En effet, la préservation de la santé et de la sécurité des salariés est garantie notamment par l'article 31 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Il s'agit d'une préoccupation essentielle qui peut nécessiter une éventuelle atteinte à d'autres libertés. Tel est à tout le moins le raisonnement de la Cour d'appel dans cette affaire. Alors attention, hein, on est en matière de cour d'appel, donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est si la Cour de cassation trancherait dans le même sens, ce qui n'est pas forcément acquis d'emblée. Mais voilà, je trouvais intéressant de faire un petit focus sur cette notion de déménagement et de lieu de travail du travailleur, du télétravailleur, par rapport à l'exercice de son activité dans son établissement de rattachement, ou en tout cas dans le lieu où il exerce habituellement son travail, compte tenu des enjeux qui y sont attachés et de la dernière jurisprudence, notamment rendue par la Cour d'appel de Versailles en matière de déménagement et lieu de travail. Tout ça éclairé par les contraintes propres au télétravail. Voilà, donc c'était un petit focus sur les déménagements. Donc j'ai fait le tour alors, de manière très synthétique et j'espère pas trop rapide de l'environnement juridique propre au télétravail. L'objectif, c'était de resituer encore une fois le télétravail dans son contexte juridique parce que c'est compliqué d'appréhender les conséquences positives ou négatives du télétravail sans se rappeler effectivement ce cadre juridique et sans le connaître au moins un minima. Mais ça va nous permettre maintenant d'aborder la deuxième partie de mon propos qui concerne donc les conséquences attachées à une organisation du travail en mode hybride. Il m'a paru intéressant sur ce sujet, sur cet impact ou ces conséquences du mode hybride dont il est question, de partir d'une étude menée par la DARES, la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, récente, puisqu'en date, vous le voyez, du 10 février 2022, qui s'interroge sur les impacts du télétravail sur le travail et la santé, ainsi que sur le ressenti des télétravailleurs. Donc, vous voyez, là, on est dans une partie un peu plus, on va dire RH, au sens large, et un peu moins à proprement parler juridique, même si, bien entendu, les passerelles sont évidentes entre les deux grandes thématiques. Donc, l'étude de la DARES en question, donc du 10 février 2022, elle révèle un certain nombre de choses, et notamment que 7 télétravailleurs sur 10 en ont une pratique régulière. Alors, c'était le cas en 2021, mais ça ne va pas significativement évoluer en termes de masse. Donc, on a une pratique régulière qui accroît l'autonomie, point important, mais aboutit à des horaires décalés et des durées de travail allongées. Le télétravailleur ou le télétravail, est par ailleurs associé à davantage de douleurs et de troubles du sommeil. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard par rapport aux aspects négatifs du télétravail. Mais surtout, son vécu est contrasté, dit la DARES, selon les personnes, du fait de profils de télétravailleurs très variés. Et globalement, l'intensité du télétravail, les exigences émotionnelles, la conciliation vie personnelle professionnelle sont plus dégradées pour les femmes et les agents de la fonction publique. Alors, là où ça m'a paru vraiment très intéressant par rapport à cette étude de la DARES, c'est qu'elle distingue en fait 5 profils ou 5 groupes de télétravailleurs, dont 3 télétravaillent régulièrement et qui représentaient courant 2021 près de 70% des télétravailleurs. Alors, il y a 25% des télétravailleurs qui sont qualifiés d'exclusifs. C'est la terminologie qui est utilisée par la DARES.
dans la mesure où ils le pratiquent en grande majorité 5 jours sur 5. C'est le télétravail intégral, en fait, dont on avait parlé pendant la crise sanitaire, et estiment, par contre, ça c'est important, psychologiquement, avoir des moyens suffisants pour le faire. C'est le seul groupe où une forte proportion de salariés a une expérience antérieure du télétravail. Généralement, ce sont plutôt des hommes, à hauteur de 56%, des cadres, plus diplômés et plus fréquemment en CDI, qui exercent dans les secteurs que sont l'informatique, l'électronique ou les banques et assurances. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie. 30% des télétravailleurs sont de manière régulière les intensifs, de 1 à 4 jours par semaine. 1 à 4 jours par semaine. C'est un profil assez proche de celui des exclusifs, avec des fonctions de cadre dirigeant, de cadres et techniciens commerciaux ou du bâtiment qui sont très représentés. Et vous avez 17% qui sont qualifiés de vulnérables, c'est intéressant cette terminologie, qui télétravaillent eux aussi, comme les intensifs, entre 1 et 4 jours par semaine, mais à la différence des intensifs, eux, ils considèrent qu'ils connaissent des difficultés importantes dans leur travail, avec des problèmes de connexion, de matériel, etc. Et près de la moitié des salariés qui sont qualifiés de vulnérables, entre guillemets, travaillent au sein de l'administration publique. Donc, vous voyez, les trois premières typologies, exclusif, intensif, vulnérable. Ensuite, vous avez 3 télétravailleurs sur 10 qui avaient repris quasiment toute leur activité sur site. On avait les occasionnels, ça représente 15% de télétravailleurs. Pour eux, il s'agit d'une pratique de plus 1 ou 2 jours par semaine. Et pour les exceptionnels, ça représente 13% des télétravailleurs. Elle s'est limitée à la période de crise en 2020. La DARES poursuit en expliquant que parmi les télétravailleurs, 7 sur 10 souhaiteraient poursuivre cette pratique au moins une fois par semaine. Moins de 1 sur 10 tous les jours, par contre. Moins de 1 sur 10 tous les jours. La fréquence qui est privilégiée pour la DARES étant de 1 ou 2 jours par semaine. En fait, ce qu'on peut en conclure, c'est que, de manière globale, encore une fois, plus ils ont une pratique intensive du télétravail, plus les salariés souhaitent la poursuivre, mais avec une intensité moindre. Par exemple, ceux qui sont en télétravail toute la semaine, les exclusifs, rappelez, c'est la première typologie, premier groupe, aimeraient majoritairement le poursuivre au moins 3 jours par semaine, tandis que ceux qui le pratiquent entre 1 et 4 jours, les intensifs, rappelez-vous, préfèrent passer à 1 ou 2 jours hebdomadaires. À l'inverse, seul un tiers de ceux qui ne l'ont pratiqué qu'en 2020, les exceptionnels, envisagent d'y avoir recours par la suite. Ces derniers, cette typologie-là, ils l'ont davantage subi, le télétravail, soit parce qu'ils l'ont pratiqué sans le souhaiter, soit parce que tout simplement leur tâche n'était pas compatible avec le télétravail. D'accord ? Alors, dans le prolongement de cette étude de la DARES, pour la compléter, on peut identifier en matière de télétravail 2 types d'effets. C'est ce que j'ai identifié aux petits slides qui vous sont proposés, comme d'un côté les effets bénéfiques qui sont constatés et de l'autre les effets indésirables du télétravail. Alors, les effets bénéfiques. Traditionnellement, on considère que le télétravail peut être source à la fois de bien-être pour les collaborateurs et de productivité pour les entreprises. Ça ressort de pas mal d'études qui sont faites en France et au niveau international de ce point de vue-là. Pour les travailleurs, le gain peut être celui d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle. C'est un leitmotiv en matière de santé au travail notamment. Mais aussi celui d'un élargissement des lieux possibles de résidence. Par définition, le télétravail éludant le besoin de transport domicile-entreprise, avec un certain nombre de réserves qui peuvent tenir à la relation à établir, vous l'avez compris avec l'exemple de la Cour d'appel de Versailles, entre le lieu de domicile et le lieu de résidence. Pour l'entreprise, le gain de performance direct est celui de l'augmentation de la productivité de salariés plus épanouis, par principe, mais aussi celui d'une réduction de la superficie des locaux. Concernant le gain de productivité des salariés, on peut considérer qu'il est également lié au fait que ces derniers transforment spontanément en temps travaillé une partie des économies de temps de transport induites par le télétravail. D'après un certain nombre d'enquêtes qui ont été publiées dans ce domaine-là, la transformation pourrait correspondre à environ un tiers de l'économie du temps de transport. Et ce que l'on avance aussi en matière d'effets bénéfiques relativement au télétravail et à son développement, c'est que le recours au télétravail contribue à accélérer la diffusion des technologies numériques, également porteuses de dynamisation de la productivité en phase d'épuisement depuis les années 2000, et permettrait de favoriser, de financer
les grands défis économiques de notre époque, tout ce qui concerne le vieillissement de la population, la baisse de l'endettement public, la transition climatique, la demande de gains de pouvoir d'achat. Dieu sait s'il en est question, par les temps qui courent, en matière de gains de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on peut mettre de manière, encore une fois, très schématique, hein, sous la bannière effet bénéfique. Ensuite, on a évidemment, hein, toute médaille à son revers, hein, les effets indésirables. Et la DARES, hein, si on se rappelle de l'étude de la DARES, dont je vous ai parlé, hein, du 10 février 2022, elle les identifie de la manière suivante. Hein. La DARES souligne que par rapport à l'avant-crise, les télétravailleurs travaillent plus longtemps, plus souvent en horaire décalé. Et ceux qui sont en télétravail 5 jours sur 5 connaissent une augmentation des contraintes horaires supérieure à la moyenne des télétravailleurs, de même qu'une hausse d'objectifs chiffrés non adaptés. Ça peut être des problématiques, effectivement, en matière de droit du travail qui sont assez prégnantes. En outre, les télétravailleurs éprouvent plus souvent de nouvelles douleurs que l'ensemble des salariés et sont davantage confrontés à une hausse des troubles du sommeil, hein, ce qui est mis en avant par la DARES. Surtout, l'apparition de nouvelles douleurs augmente avec le nombre hebdomadaire de jours de télétravail. Alors, il y a une précision par rapport toujours aux 5 grandes typologies, hein, de télétravailleurs. Vous vous rappelez, hein, les vulnérables, même s'ils télétravaillent moins que les exclusifs, souffrent tout de même d'une dégradation importante de la santé mentale et physique associée aux mauvaises conditions d'organisation du télétravail qu'ils subissent et qui accroissent les risques psychosociaux. Alors, il y a des pistes, hein, évidemment, pour essayer de gommer les effets indésirables du télétravail. J'en dirai un mot dans ma conclusion, hein, mais bon, voilà, il faut pas éluder. Je pense que vous ne le faites pas, hein, quand on y est confronté, quand on utilise et qu'on met à l'épreuve les salariés du télétravail. On a effectivement ces problématiques d'effets indésirables du télétravail qui se posent. Alors, un aspect un peu plus positif dans cette partie effets indésirables, malgré tout, c'est qu'à l'inverse, vous voyez, vous dit-on, du côté de la DARES, les exigences émotionnelles, globalement en forte hausse pendant la crise, hein, à tout le moins, sont moins dégradées pour les télétravailleurs les plus réguliers, intensifs et exclusifs. Plus précisément, ils sont autant que les autres groupes plus souvent bouleversés qu'avant la crise, mais ils éprouvent moins souvent une hausse des tensions avec le public. Ah, et ça, c'est télétravail, ça, évidemment, ça permet d'être moins confronté au public. Et si la conciliation entre travail et vie personnelle tend dans l'ensemble à se dégrader pour tous les salariés, c'est moins le cas pour ceux le plus en télétravail qui peuvent mieux gérer la temporalité de leurs engagements personnels et familiaux. D'accord ? Donc voilà les effets qu'on peut évoquer, encore une fois, de manière extrêmement schématique, hein, mais les effets tout à la fois bénéfiques et indésirables du télétravail. Alors une fois qu'on a opéré ces constats, c'est intéressant, me semble-t-il, et c'est la dernière chose qui apparaît au slide que vous avez sous les yeux, de se référer à une étude de l'ORS. Alors, l'ORS, c'est l'Observatoire de la réalité sociétale des entreprises. Observatoire de la réalité sociétale des entreprises et d'une association RDS, Réalité du dialogue social, en date du 30 mars 2022, donc toute récente, qui, de leur côté, tentent de donner un certain nombre de pistes de réflexion pour inciter les entreprises à se saisir. Je fais le lien avec ce que j'ai dit quasiment en guise de préambule à mon propos, qui veulent inciter les entreprises à se saisir de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, le dernier qui a été publié du 26 novembre 2020, dans la mesure où seuls 9% des accords signés entre le 20 novembre 2020 et le 20 mars 2021 mentionnaient cette ANI. Les accords sous-entendus, les accords d'entreprise qui traitent de sujets du télétravail, ne faisaient que, pour 10% d'entre eux, référence à cette ANI du 26 novembre 2020. Donc, pour essayer d'inciter les entreprises à s'accaparer un peu mieux et à mieux utiliser, à piocher dans cet accord national interprofessionnel, l'ORS et la RDS donnent un certain nombre de pistes qu'on peut schématiquement évoquer de la manière suivante. D'abord, anticiper la révision du périmètre au niveau des salariés qui sont éligibles au télétravail. Vous voyez, donc pour l'ORS et la RDS, avant toute négociation, les partenaires sociaux devraient réviser, voire définir des fiches de poste pour jauger la possibilité de travailler à distance. Ça permettrait pour l'étude de simplifier et d'objectiver la détermination des postes qui peuvent être exercés à distance et pourraient conduire à leur extension. L'expérience des confinements a montré que l'étendue des postes télétravaillables était plus large que prévu. Ouais, c'est des problématiques qui sont qui ont été appréhendées différemment
après la crise liée au Covid. Cependant, dans 68% des cas, la présence sur site reste exigée au moins 3 jours sur 5. En outre, précise l'association, et lorsque l'extension du périmètre des collaborateurs éligibles reste timide et très encadrée. Les employeurs entendent s'assurer que le salarié possède les aptitudes et compétences nécessaires au télétravail, autonomie, maîtrise du poste occupé, capacité d'organisation, et 77% des accords excluent d'emblée certains contrats, sous-entendu du télétravail, vous l'avez compris, apprentissage, stage, intérim, CDD, temps partiel. De plus, 49% des accords limitent ou interdisent le télétravail dans des tiers-lieux. D'accord? Donc pour l'ORS et la RDS, cette faible extension des postes télétravaillables s'explique mal, dans un contexte de tension de recrutement, alors que la possibilité de télétravailler entre dans le top 10 des critères de sélection d'un employeur et est plébiscitée par 4 Français sur 10, soulignent les auteurs de l'étude. D'accord? Donc il y a vraiment des pistes de réflexion sur le champ et la définition des salariés télétravaillables, entre guillemets. Et les accords donc d'entreprise seraient pertinents dès lors qu'ils prévoiraient des éléments plus précis à ce niveau-là. Une autre piste de réflexion qui est fournie par l'ORS et la RDS, ça concerne l'évolution du rôle des managers, dont on n'a pas forcément suffisamment bien pris en compte le rôle, particulièrement dans le cadre du télétravail intégral que l'on a pu connaître pendant la crise. Pour l'ORS, la négociation sur le télétravail en entreprise doit davantage tenir compte de la nouvelle relation managériale hybride et prévoir les possibilités de sensibilisation des équipes et d'accompagnement des managers. L'ANI met en effet l'accent sur l'accompagnement des collaborateurs et des managers et sur le maintien du collectif de travail. 9 accords sur 10 mentionnent cette préservation du collectif, le plus souvent pour limiter le nombre de jours télétravaillés. Mais les accords analysés pour l'ORS ne détaillent ni les enjeux de la prévention de la santé, isolement, surcharge, risques psychosociaux, droit à la déconnexion, ni les modes d'animation à distance du collectif de travail. Ça, c'est un constat qui est fait par l'étude. Les accords ne prévoient que peu de formation au management à distance et seules les entreprises les plus innovantes mettent en place des outils de coordination des équipes. D'accord? Donc, il faudrait vraiment essayer, du côté des accords qui sont négociés et signés en matière de télétravail, d'intégrer l'évolution du rôle des managers, ce vers quoi tend l'ANI de 2020. Et enfin, la dernière piste de réflexion, une des dernières pistes de réflexion, il y en a d'autres, mais si on devait les résumer, c'est de davantage intégrer la composante environnementale. Bien que mise en avant par l'ANI de 2020, la question de l'impact environnemental du télétravail reste marginale dans les accords. Or, les entreprises ne peuvent plus faire l'impasse sur le sujet environnemental. Seuls 23% des accords étudiés se réfèrent à l'environnement, en signalant au mieux, vous dit-on, la contribution du télétravail à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et encore, précise l'ORS, cette réduction n'est en général abordée que sous l'angle des trajets entre le domicile et le lieu de travail et non sous celui des coûts énergétiques du parc immobilier des entreprises. Ainsi, sur ce point-là, les auteurs de l'étude estiment qu'une ambitieuse montée en compétences de la part des partenaires sociaux sur le sujet et une véritable appropriation par l'ensemble des salariés et des lignes managériales s'avèrent nécessaires. Donc en matière de composante environnementale. D'accord? Donc voilà les quelques pistes qui sont fournies par cette étude de l'ORS et de la RDS du 30 mars 2021. Qui vient clore mes explications en fait, s'agissant de cette deuxième partie, qui traitait donc des conséquences d'une organisation du travail en mode hybride, en s'appuyant à la fois sur les études de la DARES et puis sur celui de l'ORS et de la RDS, vous avez compris, pour mieux illustrer les avantages et les inconvénients du télétravail. Alors en guise de conclusion, j'ai identifié ça sous le vocable à la recherche d'un nouvel équilibre. Ça me paraît opportun de procéder à cette recherche, l'équilibre étant probablement la chose la plus difficile à atteindre en matière de télétravail comme dans beaucoup d'autres domaines. Ce que l'on peut dire pour illustrer cette nécessité de procéder à la recherche d'un nouvel équilibre, c'est que pour mieux faire comprendre cette nécessité, c'est que le développement considérable du télétravail
initiée par la crise sanitaire, a percuté de plein fouet des croyances bien ancrées dans les esprits, si j'osais, je dirais, du siècle dernier. C'est peut-être un peu outrancier, mais on n'est pas très loin de la réalité, qui lie ces croyances généralement temps de travail et présence dans les locaux. Voilà, c'est ça l'idée force. Cette forme de travail, le télétravail également, ne cesse d'interroger notamment l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, le rapport au travail et au collectif, ainsi qu'incidemment le rôle de l'entreprise, après que la loi Pacte, vous vous rappelez peut-être de ce loi Pacte du 22 mai 2019, elle est redéfinie la mission justement de l'entreprise, et l'article 1833 du Code civil dispose depuis cette date que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. D'accord ? Voilà, on peut le rappeler. Ce qu'il est intéressant également de souligner, c'est que l'importance des évolutions de l'organisation du travail en cours questionne, déstabilise même, on peut utiliser le terme, les salariés éligibles ou non au télétravail, les managers, les employeurs, évidemment les organisations syndicales et les représentants du personnel. Parallèlement, la montée de l'individualisation de la relation de travail entre le collaborateur et son employeur, notamment du fait du télétravail, mais pas simplement, mais notamment, doit nécessairement, c'est une absolue nécessité, être concilié avec le collectif de travail et la performance économique qui sont impératifs à la conduite du projet de l'entreprise. Donc, puisqu'on est un petit peu en matière RH ici, les DRH doivent nécessairement, ou en tout cas s'efforcer de trouver le juste équilibre entre ces injonctions qui peuvent apparaître contradictoires et qui le sont probablement, aux côtés notamment de la direction générale, en adaptant sans cesse le télétravail aux besoins de l'entreprise et particulièrement aux attentes du capital humain qui la compose et qui est la force vive de l'entreprise par définition. Voilà la conclusion que je voulais apporter à mon propos. J'espère avoir été suffisamment clair en mes explications, pas trop rapide, mais c'est un sujet vaste, évidemment, difficile à cerner, surtout quand on s'attache à essayer d'identifier l'environnement juridique et l'environnement RH. Mais voilà, j'espère vous avoir apporté quelques pistes de réflexion dans ce domaine-là. J'ai essayé de tenir le temps et le délai qui m'était imparti en la matière. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est très instructif. Ça amène aussi beaucoup de réflexion. Donc, on est en questions-réponses. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure au début, mais à partir de maintenant, on va ouvrir les micros. Si vous avez des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le faire par écrit si vous n'êtes pas tellement sur l'oral. Et ensuite, je vous donnerai un tout petit peu plus d'informations sur les prochains événements. C'est bon, c'est ouvert. Est-ce qu'on peut me dire si c'est ouvert? Ouais. Oui, c'est ouvert. Alors, quelqu'un se lance? Quelques questions? Donc, oui, bonjour. Les micros sont ouverts pour tout le monde et vous avez la possibilité de les ouvrir vous-même maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main pour qu'on ouvre votre micro. Ou vous pouvez également poser des questions par écrit. Bon. Eh bien, écoutez, ça semble avoir répondu à toutes les questions. Les webinaires à venir, donc 17 mai, 11h, les difficultés de recrutement. Mais oui, c'est une certitude, c'était super clair. Et complet, surtout. Excuse-moi, Philippe, j'ai... Difficulté de... Vous m'entendez? Ouais, ben oui. J'ai juste une petite question de quelqu'un qui me demande si on peut avoir le replay du webinaire. Donc oui, pas de souci, je vous transmettrai le replay du webinaire. Donc pour conclure, donc merci déjà à Maître Chetekat pour son intervention. Les webinaires à venir, 17 mai, 11h, vous pouvez le lire, donc les difficultés de recrutement. Et le 2 juin, les entretiens annuels. Je vous rappelle que nous avons aussi l'inauguration de nos nouveaux locaux à Mérignac qui aura lieu le 7 juillet avec des interventions de compagnies fiduciaires, l'ANSSI, Microsoft, des éditeurs aussi de solutions de gestion.
N'hésitez pas à venir, c'est sur une journée, ça va être relativement riche. Et il y aura pas mal d'interventions qui pourraient vous apporter de l'information. N'hésitez pas, on vous attend avec impatience. Vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran si vous le désirez pour vous inscrire et avoir l'accès à la page de l'inauguration. Et puis, je vous remercie à tous pour votre présence et puis j'espère vous retrouver très nombreux pour le prochain webinaire du 17 mai. Merci beaucoup. Merci.